Bienvenue à tous et merci d'être à l'écoute de votre émission L'air du temps qui reçoit aujourd'hui Demba Moussa Dembélé, économiste altermondialiste. On ne présente plus Demba Moussa Dembélé, on le connaît dans le landerneau économique du Sénégal avec ses analyses par rapport au centre et au sud. Nous avons aussi le plaisir d'accueillir dans ce studio Papa Diallo, qui est directeur de l'Institut supérieur de finances. Merci monsieur d'avoir accepté notre invitation. Depuis plus de 2 mois et demi, bientôt, la crise a atteint le monde. C'est ce qu'on appelle la pandémie du coronavirus. Toutes les économies sont pratiquement à terre. Aujourd'hui, nos pays sont durement touchés. Le Sénégal fait partie des pays qui sont atteints par le coronavirus. Le coronavirus, les gens estiment que c'est une crise sanitaire, mais elle est plus économique que sanitaire. Demba Moussa Dembélé, est-ce que le Sénégal est prêt à faire face à cette pandémie, surtout du point de vue économique? Certains estiment qu'aujourd'hui, cette crise économique va être beaucoup plus grave que celle sanitaire. Merci Alassane. C'est un plaisir encore de te retrouver. Merci. Et d'avoir comme interlocuteur ce Diallo, que j'ai eu le plaisir de rencontrer tout à l'heure et d'échanger avec lui. Bonjour à vos auditrices et auditeurs. Vous savez, on est en face d'un bouleversement à l'échelle mondiale. Toutes les projections faites par les institutions internationales, que ce soit l'FMI, la Banque mondiale, l'OCDE et les autres, parlent d'une crise économique comparable à la Grande Dépression des années 1930. Et ces projections tablent sur une perte pour le PIB mondial, c'est-à-dire le revenu mondial, entre 9 000 milliards et 12 000 milliards de dollars. C'est énorme. C'est entre 7 à 8% du PIB mondial. Et pour ce qui concerne l'Afrique, puisque nous sommes dans le monde et nous sommes en Afrique, pour ce qui concerne l'Afrique, qui avait jusque-là parmi les taux de croissance les plus élevés dans le monde, et on prévoit une récession pour la première fois depuis un quart de siècle. C'est la Banque mondiale, c'est la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, c'est le FMI. Et dans cette Afrique qui va subir les contre-coups de cette pandémie, il y a le Sénégal. Et je crois que le président Macky Sall lui-même avait dit que les 6,5 ou 8% sur lesquels a tablé le Sénégal pour 2020, ces 6,5% vont pratiquement être réduits de moitié. Et ça m'étonnerait même qu'on ait ces 3%. Et je pense que le Sénégal, comme la plupart des pays africains, risque de se retrouver dans la récession. Parce que tout simplement, nous sommes trop dépendants de l'extérieur. Et l'exemple, par exemple, de sa force Covid-19, les 1000 milliards que le Sénégal peut mobiliser pour faire face à la situation, 60% de cet argent vient de l'extérieur, ce qu'on appelle les partenaires et ainsi de suite. Et c'est pour dire donc que cette dépendance fait que nous ne sommes pas préparés. D'ailleurs, personne n'est préparé, puisqu'on ne prévoyait pas cette pandémie. Et on le voit aujourd'hui avec, je crois, la pauvreté fait aujourd'hui des ravages avec les mesures qui ont été prises et qui font que les ménages les plus pauvres ou ceux qui dépendent du travail au jour le jour sont aujourd'hui dans une situation absolument incontrôlable. Et d'ailleurs, si le président a été obligé d'ouvrir les marchés, c'est parce qu'il y a eu une grogne au niveau de ces différents groupes pour dire que nous sommes en train de mourir de faim. Alors, ou le corona nous emporte, ou alors c'est la faim. Et la faim risque d'emporter beaucoup plus que le corona. Donc c'est pour dire que personne n'était préparé. Et on le voit avec les pays développés, qui sont dans le désarroi, notamment aux États-Unis. Les gens ne s'attendaient pas à ça, n'étaient pas bien préparés, pensaient que ça n'arrivait qu'aux autres. Et voilà, donc je pense que personne aujourd'hui ne peut dire j'étais préparé à cette situation.
Mais voilà, elle est là, il faut la gérer. Pape Diallo, c'est une crise qui a frappé le monde et frappé nos pays. Est-ce que vous pensez on est capable de résister à cette crise? Tout d'abord, je tiens à vous remercier, en tout cas, de m'inviter à participer à ce cadre d'échange avec le professeur M. Moussa Dembélé, pour qui déjà j'avais eu à lire beaucoup de ses publications. Je remercie aussi, en tout cas, vos auditeurs qui sont à l'écoute, par exemple, par rapport à ce sujet. Je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, ce que cette crise déjà montre, c'est que nous sommes arrivés à la limite des modèles économiques. Ça, c'est d'un. Parce qu'on a vu que la mondialisation est allée de pair avec la fragilisation, en tout cas, des systèmes économiques. De telle sorte que les systèmes sont tellement faibles qu'elles n'arrivent plus à supporter certaines crises qui ne sont plus conventionnelles, parce qu'on est sorti des crises conventionnelles et on est dans l'inconventionnel maintenant. Et ça, aucun modèle économique n'arrive à supporter. Ça, c'est le premier constat. Cela veut dire que l'économie mondiale ne peut plus fonctionner, et on le verra après la crise, que l'économie mondiale ne pourra plus fonctionner, en tout cas de cette manière. Ça, c'est la première. La deuxième chose aussi, en tout cas la deuxième observation que je souhaite apporter, c'est que je pense aussi que c'est une chance pour nous, Africains. Parce que comme les modèles économiques risquent d'être remis en cause, donc je pense qu'il est important pour nous, dès à présent, de réfléchir à notre propre modèle de développement économique. Parce que déjà, nous ne sommes pas... la crise a montré nos limites en termes déjà des capacités d'accueil de nos malades au niveau des hôpitaux, en termes de l'écart qui va s'amplifier au niveau de la pauvreté des ménages, en tout cas, à cause du confinement, et aussi parce que cette crise, c'est une crise qui est au niveau de l'offre et de la demande. Au niveau de l'offre, parce que les entreprises ne produisent plus, au niveau de la demande, il n'y a plus de revenus à verser. Donc, c'est pour la première fois qu'on se retrouve dans une crise économique de cette dimension qui est multidimensionnelle, okay? Et qui va faire des effets et qui sera néfaste, en tout cas, qui pourrait être très néfaste pour nos économies. Et je pense que le Sénégal est dans un ensemble. Le Sénégal est dans un ensemble et notre économie aussi est extravertie. Ça veut dire que déjà, des crises conventionnelles, s'il y a des crises, par exemple, une hausse des matières premières, une hausse des taux d'intérêt, on subissait ces crises. Maintenant, en plus, si ces crises viennent s'ajouter à une crise qui n'est pas conventionnelle, qu'on n'avait pas prévue et qui se présente, donc ce sont des économies qui sont à terre. Je pense qu'il risque d'être très difficile pour le Sénégal de s'en tirer. D'abord, Moussa Dembélé, est-ce que cette crise montre aujourd'hui la pertinence des théories qu'avait développées Samir Amin par rapport au centre et à la périphérie, la déconnexion dont il était l'un des chantres? Je pense que effectivement, ce que la crise montre, et comme le disait M. Diallo tout à l'heure, c'est la nécessité de repenser nos modèles de développement. Et nous avons hérité de modèles venus des anciennes puissances coloniales, modèles calqués sur une vision européenne, ce que Samir Amin appelait une vision eurocentrique de l'histoire. Et donc, le capitalisme tel qu'il s'est développé dans les pays occidentaux, on a cru pertinent de le faire appliquer aux pays africains, alors que les cultures, l'histoire et les réalités africaines sont complètement différentes de ce qui se passe en Occident. Et Samir Amin, il n'était pas le seul, mais c'était l'un des plus proéminents, bien sûr, disait qu'il est impossible pour les pays du Sud en général et pour les pays africains en particulier de se développer en copiant ce modèle. Pourquoi? Parce que les règles du jeu qui sont établies
par les puissances occidentales. Ces règles du jeu sont contre les pays du Sud. Tout à l'heure, il a parlé des prix des matières premières. Il a parlé des taux d'intérêt. Ne serait-ce que ces deux-là montrent que nous ne contrôlons pas ces paramètres et qui ont un impact considérable sur notre développement. Et donc, Samir Amin a dit la seule manière pour les pays du Sud de pouvoir s'engager sur la voie du développement, c'est de se déconnecter. De se déconnecter dans deux domaines clés. Parce que se déconnecter, ça ne veut pas dire autarcie. Dans deux domaines clés. Dans le domaine du commerce international et dans le domaine des mouvements de capitaux. C'est-à-dire qu'il faut que les pays du Sud puissent contrôler leur commerce international. C'est-à-dire que l'État puisse avoir un levier dans la définition de ses relations avec le monde extérieur. Et que deuxièmement, en ce qui concerne les mouvements de capitaux, qu'il y ait un contrôle sur ces mouvements de capitaux. Or, on a vu depuis plus de 50 ans, et notamment à partir des programmes d'ajustement structurel, avec toutes les politiques de libéralisation, qu'est-ce qu'on a vu? On s'est enfoncé davantage dans la dépendance et dans la pauvreté. Et cette pandémie aujourd'hui montre la nécessité pour nous de nous déconnecter, c'est-à-dire de repenser notre modèle de développement à partir de nous-mêmes. Et Samir disait souvent, très souvent, il le répétait, l'Afrique doit penser par elle-même. Le Sud doit penser par lui-même. Penser par lui-même, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas accepter que des institutions comme la Banque mondiale, comme le FMI ou comme l'OCDE viennent nous proposer des modèles de développement qui n'ont rien à voir avec nos réalités. Parce que nous sommes capables de réfléchir à partir de nos réalités. Nous avons des intellectuels, nous avons la capacité de réfléchir. Mais le problème, c'est les dirigeants. On a vu certains dirigeants africains qui avaient à cœur de changer de modèle. Malheureusement, certains ont été assassinés. Le plus récent, entre guillemets, c'est Thomas Sankara, qui est dans notre sous-région. On a vu ce qui est arrivé aux autres. Mais aujourd'hui, le monde a changé. Le monde a changé parce que le modèle occidental, tout le monde le constate aujourd'hui, il est à terre. D'abord, la crise de 2008, la crise financière internationale de 2008, a montré que le néolibéralisme, ou ce qu'on appelle le fondamentalisme de marché, n'a pas d'avenir. Aujourd'hui, le capitalisme tel qu'il s'est développé en Occident, il n'a plus d'avenir parce que il ne sert que les intérêts de 1% de la planète. Quand on voit les écarts aujourd'hui de revenus entre les riches et les pauvres, les rapports d'Oxfam qui sont quand même ahurissants, on se dit mais c'est un système qui n'a pas d'avenir, d'avenir. Et donc l'Afrique aujourd'hui a cette chance de revenir aux théories de Samir Amin et de se dire, je crois que d'ailleurs même la CEA, la Commission économique des Nations Unies, commence à aller dans ce sens-là, et que aujourd'hui au niveau sous-régional et au niveau continental, et d'une certaine manière je crois que la zone de libre-échange économique et tous les projets de l'Union africaine vont plus ou moins dans ce sens-là. Donc l'Afrique se dit, il est temps de réfléchir, il est temps de faire le point sur ce qu'on a appelé modèle de développement depuis les indépendances et de changer de cap. Et là, les idées de Samir Amin et d'autres comme lui seront nécessaires pour les pays africains pour changer de modèle de développement, pour réfléchir par eux-mêmes et pour utiliser surtout les immenses ressources du continent. Les immenses ressources du continent au service de son développement, notamment l'industrialisation. Et ce que la Commission économique des Nations Unies, sous Carlos Lopez,
avait fait dans ses derniers rapports avant que Carlos Lopez ne quitte, tous les derniers rapports de la CEA insistaient sur la nécessité d'utiliser les ressources naturelles du continent pour jeter les bases de l'industrialisation de l'Afrique. Et je crois que le projet phare de l'Union africaine pour 2023 va dans ce sens-là. Et je pense que cette pandémie nous donne aujourd'hui l'occasion historique de dire trop c'est trop, nous ne pouvons plus écouter les autres, nous sommes capables de réfléchir par nous-mêmes et de trouver notre propre voie de développement. Mais est-ce que cette occasion, vous pensez que l'Afrique va la prendre? Parce que quand on écoute aujourd'hui à travers les médias européens, français, eux estiment que leur avenir à eux, c'est l'Afrique. Est-ce que les Africains sont conscients que les autres pensent qu'ils vont continuer à venir puiser les ressources africaines pour continuer à se développer? Parce que certains estiment qu'aujourd'hui, que la France, si on demande l'exemple, que la crise financière qui frappe la France économique fera que s'ils ne font pas attention, la France de basculer dans le tiers-monde. Effectivement, parce que le problème qui se pose, mais c'est un problème de courage aussi. C'est un problème de courage, parce que ça sont des décisions politiques. Okay. Donc aujourd'hui déjà, je disais initialement que les modèles économiques, on a constaté qu'avec la mondialisation, de plus en plus, on a des crises rapprochées. Depuis qu'on est rentré vraiment dans une dynamique de mondialisation, la forme des crises a changé et la périodicité aussi des crises a changé. Cela veut dire que c'est le modèle même qui n'est plus viable. Et au niveau européen, et vous allez voir qu'après la crise, il y aura une forte distorsion entre les peuples. Parce que les deux grandes idées, en tout cas, qui vont dominer, il y a certains qui vont continuer toujours à prôner, par exemple, le libéralisme. Donc, avec une gestion rigoureuse des finances publiques et autres, des critères, de faire revenir les critères de Maastricht, alors que, par exemple, il y a la population qui ne va pas suivre. Des pays comme l'Italie, l'Espagne, la France, le Portugal, la Grèce, tout ça, ces populations ne pourront pas suivre. Donc, il risque d'y avoir, en tout cas, s'il n'y a pas de compromis, il y aura une dissension au niveau européen. Vous aurez deux Europes. Okay. Et je pense que si tel cas se passait, on risque de revenir dans l'ancien système monétaire européen, le SMO. Ça, c'est donc. Maintenant, l'Afrique dans tout ça, je pense que c'est le modèle économique aujourd'hui. Il faut rebâtir l'économie autour de l'homme, recentrer l'économie autour de l'homme, en revenant à la base, les secteurs de base, la santé, l'agriculture, la formation, l'éducation. Et je pense que l'Afrique a les ressources, que ce soit les ressources en termes de ressources en matière, les ressources en termes de capital humain, okay, mais aussi les actifs stratégiques. L'Afrique en détient. Le sous-sol africain est très riche en matières premières. Maintenant, il faut qu'il y ait une mutualisation des forces, okay, que les intérêts individuels, qu'on mette à côté nos intérêts individuels et qu'on mutualise nos forces pour prôner des projets de développement, en tout cas faire jouer la synergie entre les différents pays pour en tout cas une Afrique émergente. Okay. Mais individuellement, aucun pays ne peut pas partir. Individuellement aussi, si on continue à en tout cas prôner nos intérêts individuels, donc on risque de retomber, on risque d'être là. On risque d'être là et les autres vont continuer à venir appuyer sur nos ressources et nos ressources humaines et nos ressources en matière première, en tout cas pour les valoriser et nous les revendre. Et on aura toujours une attitude suiviste. Oui. Moussa Dembélé, en même temps que la pandémie se poursuit, il y a déjà des réflexions qui sont menées. Au moment où on parle, des réflexions sont menées en Occident pour voir d'abord comment gérer la crise, comment sortir de la crise et quelle aussi réflexion avoir après la crise. Est-ce que vous avez l'impression que dans nos pays, cette réflexion est déjà engagée pour voir comment gérer la crise, comment l'après-Covid et surtout quelle orientation avoir du point de vue économique?
Je pense que comment gérer la crise, bien sûr, les États ont mis en place des plans. Je crois qu'il y a une certaine solidarité qui s'est instaurée au niveau sous-régional et même au niveau continental. Quand on pense au Covid, Madagascar, qui, avec son Covid, je crois, organique, qui... Et je pense qu'aussi, il y a eu des concertations au niveau des chefs d'État, par visioconférence, au niveau de la CEDEAO et au niveau continental. Il y a eu... Donc, on essaie de gérer la crise, c'est sûr. Et cette demande d'annulation de la dette, qui aujourd'hui fait plus ou moins consensus, à quelques exceptions près, je pense que tout ça fait que les États africains essaient de gérer la crise de façon à la fois individuelle, parce que dans chaque pays, il faut prendre des mesures, mais également collective. C'est bien. Maintenant, l'après. Alors, tout à l'heure, M. Diallo a beaucoup insisté sur la nécessité. Et je crois que tout Africain conscient doit insister sur ça. La nécessité de l'intégration, de parler d'une seule voix, tant au niveau sous-régional qu'au niveau continental. J'ai parlé tout à l'heure de la ZLECA. Je peux parler également des projets monétaires de l'Union africaine qui ne datent pas d'aujourd'hui, puisqu'il y a un secrétariat au niveau de la BCEAO pour une banque centrale africaine et un fonds monétaire africain. Et c'est pour dire que donc au niveau continental quand même, il y avait une réflexion et qui avait été impulsée par feu le président Kadhafi à l'époque, et qui était prêt à mettre les ressources de la Libye au service de ces projets-là. Il a été assassiné par les Américains, les Britanniques et les Français, avec la complicité de certains chefs d'État africains, il faut le dire. Donc, je crois qu'au niveau de l'Union africaine, la réflexion doit, au niveau de la Commission, je veux dire, il doit y avoir une réflexion. Mais au niveau de la Banque africaine de développement, qui n'est pas tout à fait une banque africaine, avec les pays non régionaux, comme on le dit, mais également au niveau de la CEA, la réflexion doit être menée. Mais j'ai peur qu'au niveau de la CEA, surtout, que ce soit dans le giron du néolibéralisme, avec des rafistolages à gauche. Alors que ce dont nous avons besoin, c'est d'une réflexion en profondeur et de trouver une autre voie. Je sais qu'au niveau de ce qu'on appelle les intellectuels, le débat est déjà en cours. Débat tant au niveau de la mobilisation des ressources. Est-ce qu'il faut annuler la dette? Il ne faut pas l'annuler. Est-ce qu'il faut c'est cela? Qu'au niveau des projets. Je parle ici de la monnaie unique, la CEDEAO. Parce que ça, c'est un des projets qui pourrait renforcer l'intégration dont parlait tout à l'heure M. Diallo. On a besoin de renforcer l'intégration africaine. Parce que, oui, la CEDEAO, c'est plus de 300 millions de consommateurs. Même si vous prenez seulement la moitié, 150 millions, c'est un immense marché. Même 150 millions, la moitié de cette population, c'est un immense marché. Même en parlant en termes de capitalisme, de rentabilité et tout ça. C'est un immense marché. Et nous avons les ressources qu'il faut. Nous avons l'espace. Et nous avons des têtes qu'il faut pour ça. Il suffit, il l'a dit tout à l'heure, et vous l'avez dit également, il suffit de courage politique, de volonté politique, de vision politique, de dirigeants qui se disent, voilà le chemin que nous devons emprunter dans l'intérêt de l'Afrique, dans l'intérêt de nos populations. Mais est-ce qu'avec cette crise, vous avez senti cette volonté politique, cette vision au sein de la CEDEAO? Vous l'avez senti? Tout le problème est là. Tout le problème est là. Moi, je pense que si, au sortir de cette crise, les gens disent qu'il faut accélérer les mécanismes d'intégration au niveau sous-régional, ça veut dire que déjà, ils ont appris quelque chose. Il ne faut plus traîner. La proposition de Ouattara
on la met à la poubelle. Parce que c'est pour perpétuer le franc CFA sous un autre nom. Et c'est contre les intérêts de la CEDEAO. Si les chefs d'État se disent il faut changer de cap, ils auront compris quelque chose. Mais tu sais, Alassane, nous constituons le maillon faible. L'Afrique dite francophone, entre guillemets, constitue le maillon faible au sein de l'Afrique. Parce que tout simplement, la France a encore beaucoup d'influence au niveau des dirigeants de cette région. Et tant qu'on n'aura pas de dirigeants qui sachent prendre des décisions sur la base des intérêts de leur pays et de l'Afrique, et non plus écouter ce que l'Élysée leur propose, on ne pourra jamais nous en sortir. Mais je pense qu'au sortir de cette pandémie, nous entrons dans un autre monde. Tout le monde est d'accord que post-Covid, c'est un autre monde. Et l'Afrique doit entrer dans cet autre monde avec des idées nouvelles, avec un leadership plus éclairé, un leadership qui aura appris des leçons fondamentales, à savoir il ne faut plus dépendre des autres. Nous avons la capacité d'avoir notre souveraineté, notre autonomie, au moins pour nos besoins essentiels. Et je crois que c'est dans cette direction que doit aller la réflexion. Oui. Mais plusieurs occasions se sont présentées pour que l'Afrique fasse la rupture, pour repartir de nouveau. Mais on a vu que dès que les gens commencent à essayer de changer, soit ce sont des assassinats comme celui de Thomas Sankara, ou bien des pressions sur les dirigeants africains pour qu'ils ne puissent pas aller là où ils doivent aller. Et vous pensez qu'après le Covid, là, que le même scénario peut se poursuivre, ou qu'il y aura réellement une rupture? Moi, je pense qu'après le Covid, déjà, avant le Covid, déjà, il y avait une société civile qui est là. Donc, il y a une société civile qui est là, qui joue le rôle, en tout cas, d'alerte. Okay? Et je pense que il faut renforcer la société civile africaine, en tout cas, dans cette dynamique. Ça, c'est d'un. Parce que ça permet aussi d'aller vers les ruptures que nous souhaitons. Parce que je pense que nos dirigeants même sont conscients aujourd'hui que, par exemple, après le Covid, ils sont obligés de changer. Il faut des changements. Il faut des changements parce que c'est la population qui ne va plus accepter d'être dirigée de cette manière. De subir, de n'être là qu'à subir. De n'être là qu'à voir, par exemple, les écarts de revenus simplifiés, la pauvreté augmentée et autres, alors que nous avons en tout cas le potentiel pour transformer notre économie, bâtir nos propres projets de développement, bâtir notre propre modèle en tout cas de développement. Mais, comme l'a dit le professeur, il faut que l'intégration soit honnête, en quelque sorte. Que chacun joue le jeu. Et faire jouer cette synergie entre nos pays, en tout cas, je pense qu'à partir de ce moment, ça pourrait donner une force. Mais ça va s'inscrire dans le temps. Ça ne peut pas être brusque aussi, quoi. Ça va s'inscrire dans c'est une dynamique. Mais est-ce que vous pensez que les sociétés civiles africaines sont prêtes à mener le combat, justement à pousser les présidents à aller dans le sens voulu par les peuples? Oui, je pense que la société civile doit s'assumer, quoi. Doit s'assumer. On ne parle pas d'une société civile qui cherche à se rapprocher du pouvoir tout de suite après, qui est dans le pouvoir, mais une vraie société civile qui est là, qui n'est pas là pour dénier ou pour faire tomber les pouvoirs et autres, mais qui est là en tant que conseiller, je veux dire, à nos dirigeants, qui apporte le plus à nos dirigeants, en tout cas, pour créer cette dynamique relationnelle entre la population et les dirigeants africains. Je pense qu'il faut qu'on arrive à rétablir, en tout cas, cette dynamique. Ça, c'est d'un. Et deuxièmement, maintenant, bâtir notre propre modèle économique. Et que ce modèle soit bâti sur la base pyramidale. Que nos entreprises qui sont là, les petites entreprises qu'on essaie de créer, autant de petites entreprises par rapport à nos propres besoins, comme j'ai eu à le dire, on doit se limiter à un certain nombre de secteurs donnés. La santé,
l'éducation, l'agriculture. Il y a ce potentiel, on peut en développer autant d'entreprises qui porteront la croissance de demain. Et réadapter maintenant notre système financier, mettre la finance au service du développement. Qu'on n'ait plus cette vision du capital financier, du capitalisme financier, mais c'est de recadrer la finance au service du développement. Parce qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas de financement, si le système financier n'est pas adapté, donc aucun projet de développement ne peut réussir. Il faut que le degré de corrélation entre nos projets de développement économique puisse être en relation avec un système financier bâti par les Africains eux-mêmes. Voilà. Vous êtes sur iRadio, vous suivez l'Air du temps. On reçoit aujourd'hui Papa Diallo, directeur de l'Institut supérieur des finances, et Demba Moussa Dembélé, économiste altermondialiste. Demba Moussa Dembélé, on a vu qu'avec des plans d'ajustement structurel, tout le tissu industriel a été désarticulé et tué. La saut de vitesse qui était là, les NTS, entre autres. Même avec cette crise dans laquelle nous sommes aujourd'hui, pour faire les masques, il faut du tissu Vax qui vient de Hollande, Vax hollandais. Quelle est la plus-value pour nos économies? Ça montre aujourd'hui la vulnérabilité de nos économies. Exactement. Je pense que ça doit faire partie des leçons essentielles que les dirigeants et les populations doivent apprendre de cette pandémie. On a détruit nos économies. On a répandu la pauvreté. On a accentué la dépendance, l'extraversion. Et aujourd'hui, on se rend compte que pratiquement nous sommes à la merci des autres. Le système sanitaire, les plans d'ajustement structurel ont détruit un système quand même qui fonctionnait plus ou moins. Avec les politiques d'austérité, on a mis la pression sur les dirigeants pour dire il ne faut pas trop investir dans la santé, il ne faut pas trop, vous avez besoin juste de quelques dispensaires par-ci par-là, mais les hôpitaux, des plateaux techniques très élevés, il ne faut pas le faire. Aujourd'hui, on voit que la santé, le secteur sanitaire est vital. Pas seulement pour la santé, mais pour la sécurité même du pays. Pouvez-vous imaginer, moi quand j'ai vu ce qui se passe en Côte d'Ivoire, j'ai eu honte comme Africain, que le Premier ministre qui veut être président, qu'on le chipe en France pour aller se faire visiter en pleine crise. C'est une honte, après 60 ans d'indépendance. C'est une honte. Et les dirigeants occidentaux qui voient ça, mais ils ne peuvent pas nous respecter. C'est pas possible. Alors que nous avions la possibilité de bâtir des systèmes sanitaires viables. Mais à partir du moment où des dirigeants, dès qu'ils ont mal à la tête, on les envoie en France, ils négligent le système parce qu'on ne les soigne pas sur place. Parce que tout simplement, ce sont les autres, les pauvres, et ainsi de suite. Je crois que c'est une des leçons fondamentales. Il faut rebâtir un système sanitaire viable. Ça fait partie de la sécurité nationale. Le problème de la souveraineté alimentaire. Vous savez, le régime sénégalais avait parlé de l'autosuffisance en riz, qui a été différé plusieurs fois. Mais aujourd'hui, c'est pas seulement en riz, c'est en lait, c'est en volaille, c'est dans toutes les denrées essentielles qu'on doit avoir la souveraineté. Et l'agriculture familiale peut le faire à condition que les politiques publiques accompagnent cette agriculture familiale et qu'on ne se lance pas dans l'agro-business avec les multinationales qui vont venir avec les OGM pour finalement tuer les Sénégalais avec des productions non biologiques. Donc, l'État aujourd'hui, on voit partout, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, l'État revient en force. On avait dit le marché peut tout faire. En tout cas, dans le domaine sanitaire, ce qu'on voit en Occident, c'est que le marché, ce qu'il est en train de livrer, c'est des milliers de morts. Voilà, l'efficacité du marché, c'est des milliers de morts, malheureusement, en France, en Espagne,
en Italie, aux États-Unis. Alors que les pays qui avaient des systèmes sanitaires contrôlés par l'État ont pu régler le problème, que ce soit toute l'Asie. On fait le contraste aujourd'hui entre ce qui s'est passé en Asie et ce qui se passe en Europe et aux États-Unis. Parce que là-bas, l'État est au cœur, est fort, organisé. Tous les systèmes vitaux sont entre les mains de l'État. Mais ici, en Europe, aux États-Unis, on dit le marché. Et voilà le résultat. Et on nous a mis ça dans la tête aussi, avec les programmes d'ajustement structurel qui ont détruit nos économies. Et je crois que des leçons, c'est que l'État doit revenir en force. Et surtout, contrôler certains secteurs clés. C'est absolument fondamental. Et je crois que ça fait partie des leçons pour le Sénégal et pour le reste de l'Afrique. Est-ce qu'il faut revenir à un développement auto-centré, reprendre, comme a dit Moussa Dembélé, nos propres forces, l'agriculture, l'énergie, l'eau, entre autres, et les communications. Oui, moi je suis d'accord avec cette idée parce que, comme il l'a bien dit, hein, l'État a monté, en tout cas le marché a monté ses limites dans plusieurs domaines. Que ce soit déjà la crise financière, chaque fois qu'il y a crise financière, on demande à l'État d'apporter l'argent public pour le privé. Et cette crise, en tout cas de la santé aussi, c'est l'État qui a eu à prendre. On est en train encore de demander à l'État de s'endetter, aux États de s'endetter à la défaillance du secteur des privés. Alors que, par exemple, quand il y a même une théorie qui est derrière qui dit que quand il y a des pertes, si on les socialise, les bénéfices sont privatisés. Okay? Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a besoin, il faut des États forts. Maintenant, il faudrait qu'il y ait ces États, par exemple, qui soient visionnaires aussi par rapport au modèle de développement à mettre en place. C'est-à-dire, il faut revenir au modèle autocentré, un développement endogène. Donc, il y a des secteurs, il faut, comme j'ai eu à le dire, il faut replacer l'homme au centre de l'économie, chercher le bien-être de l'économie. C'est quoi? La santé, que la personne puisse bien manger, que la personne puisse se former, se soigner et être éduquée. Il faut rebâtir l'économie autour de ces secteurs de base. Parce que même, nous avons les matières nécessaires pour la mise en place de ces politiques. Maintenant, ce ne sont pas les techniciens qui vont le faire. Ça, c'est une vision politique. Ce sont les autres politiques qui doivent accepter, en tout cas nos dirigeants, ces ruptures. Et ces ruptures aussi sont difficiles à prendre par rapport à l'interconnexion entre nos pays et certains grands pays, par exemple, en termes au niveau international, mais quand même sont des ruptures qui sont nécessaires. Et je pense que, en tout cas, si on rate ce tournoi, donc pour se rattraper, ça risque d'être très difficile pour nous. Est-ce que vous pensez que Demba Moussa Dembélé, qu'il y a assez de capacité leadership dans nos pays pour justement prendre en charge ces questions essentielles? Oui, au niveau africain, je pense qu'il y a la capacité de leadership. Et je pense que même au niveau sous-régional, il y a cette capacité de leadership. Je pense que de toute façon, pour ce qui concerne l'Afrique de l'Ouest, nous avons le Nigeria je donne l'exemple des accords de partenariat économique. Quand le Nigeria a dit « je ne signe pas », les autres pays ont essayé de dire d'amadouer, il a dit « non, je ne signe pas ». Et l'Union européenne a fait des menaces et tout ça. Le Nigeria a dit « je ne signe pas ». Et par conséquent, il n'y a pas d'APE régional. Il y a quelques pays qui ont signé et qui n'ont même pas pu appliquer. Parce que l'Union européenne sait qu'en Afrique de l'Ouest, si le Nigeria ne signe pas, un APE régional n'a pas de sens. Puisque le Nigeria, c'est 70% du PIB de la sous-région. OK? Et c'est un leadership naturel, on n'y peut rien. Donc, le Nigeria, quand même, malgré tous les problèmes, tout ce qu'on peut lui reprocher, a une certaine vision panafricaniste, un certain nationalisme, si vous voulez, qui peut servir les intérêts de la sous-région et même de l'Afrique. Et même, vous avez vu avec la Zeleka, avant de signer, le Nigeria a dit, laissez-moi réfléchir
pour voir quel impact cela peut avoir pour mes projets d'industrialisation. Et il a pris du temps, et il a eu les garanties nécessaires avant de signer. C'est pour dire, dans les autres régions, il y a des leaders, je crois, qui sont capables, qui ont une vision panafricaniste, qui sont nourris aux idées et même le Ghana, aux idées de Kwame Nkrumah et autres, qui sont capables vraiment de donner le ton et de dire aux Africains, voilà ce que nous devons faire au sortir de cette crise. Mais comme je le dis encore, le maillon faible, c'est cette Afrique dite francophone, notamment à l'ouest. Au centre encore, mais c'est surtout en Afrique de l'Ouest. Parce qu'au centre, quelqu'un comme Idriss Déby, par exemple, peut tout simplement dire, écoutez, moi c'est pas ça que je veux autre chose. Il peut donner, tenir tête à la France, parce qu'il a une armée qui se bat sur le terrain. Les autres, malheureusement, dans notre sous-région, n'ont pas cette capacité. Oui, mais par certaines opinions en Afrique de l'Ouest, pensent qu'il y a beaucoup de théories, il y a beaucoup de diagnostics qui ont été faits, que les gens savent pourquoi ça ne marche pas, mais que l'action pose problème. Oui, le fait de quitter la théorie et appliquer sur le terrain. Oui, mais c'est pourquoi je dis qu'il y a un problème de leadership. Parce que vous savez, il y a les politiques publiques. Et ce sont les politiques publiques qui orientent le reste. Même le secteur privé. Il faut des politiques publiques adéquates. Vous voyez le secteur privé se plaindre tout le temps. Regardez le parti, le PSE. Qu'est-ce que le secteur privé national a dit? En tout cas, dans la première phase, on nous a mis de côté. Qu'est-ce que le secteur privé peut faire? Se plaindre. Il ne peut pas forcer la main à l'État. Donc, il faut un leadership des politiques publiques qui soit en mesure d'entraîner le reste. Et j'ai dit tout à l'heure, quand on voit ce qui se passe en Asie, où l'État imprime le tempo pour le développement, pour les décisions essentielles, et que le secteur privé s'inscrit dans ces décisions essentielles, c'est la même chose un peu partout. Mais à partir du moment où vous laissez le marché vous dicter ce que vous devez faire, à ce moment, vous êtes tout simplement un spectateur. L'État est spectateur ici. Il faut que cela change. Il faut que l'État soit au volant, pour ainsi dire, mais avec cette volonté politique et ce courage politique. Et si on a des dirigeants qui ont cette volonté et ce courage, ils peuvent entraîner et le secteur privé et les populations. Mais il faut que les dirigeants montrent l'exemple en disant que voilà, nous allons changer de cap. Voilà le chemin qui va nous conduire à notre développement, à notre autonomie, à notre souveraineté. Il y a des théories, bien sûr, vous avez raison. Vous allez au commissariat qui est juste à côté. Qu'est-ce qu'on n'a pas écrit sur ce dont l'Afrique a besoin? Justement, est-ce que vous pensez que réellement il y aura cette volonté de changer de cap? Est-ce qu'on n'est pas encore en train de parler beaucoup, de faire beaucoup de théories pour justement endormir la plupart des gens et revenir à la situation hantée? Oui, maintenant je ne sais pas à quel degré ou bien à quelle vitesse, en tout cas, ces changements vont se faire, mais je pense que ces changements vont se faire quand même. Mais je ne sais pas à quelle vitesse. Okay? Parce que déjà, je pense qu'il y a déjà une prise de conscience nationale au niveau des pays. Comme en Afrique, comme au Sénégal, c'est comme la même chose. En France, tout le monde est conscient aujourd'hui, en tout cas, qu'il faut renforcer. Le secteur médical est un secteur stratégique, en tout cas. L'éducation est stratégique. Donc, tout le monde est conscient qu'aujourd'hui, il faut revenir à la base de l'économie, qu'il faut remettre l'homme au centre de l'économie, que le capitalisme financier ne peut pas continuer. Parce que chaque 2 ans, vous avez des crises. On a dit autorégulation, que le marché pouvait s'autoréguler, mais chaque fois, on voit les limites du marché et on est obligé de faire appel à l'État pour réguler.
est régulé avec quoi? Avec l'argent public. Cette masse d'argent qu'on aurait dû utiliser pour les politiques publiques, pour accompagner, pour financer les dépenses publiques, les dépenses sociales, l'éducation, la santé, on est obligé d'utiliser cet argent pour sauver le système financier. Ça ne peut pas continuer. À un moment, les populations vont se soulever. Donc, il ne peut plus, c'est irréversible. Maintenant, à quelle vitesse que ça va se faire, je ne peux pas prédire à quelle vitesse. Mais je sais qu'il y aura des changements. Ça, c'est un mouvement de fond. Ce sont des mutations qui sont irréversibles, qui vont se faire. Okay. Damba Moussa Dembélé, cette crise a montré le génie des Sénégalais par rapport à beaucoup de choses. On a vu l'ESP de Thiès créer un respirateur artificiel. On a vu même des jeunes faire des robots. Mais on ne sent pas justement le frémissement du secteur privé derrière ces inventions pour en faire un truc industriel. Oui, voilà le problème. Je crois que dans son message de mardi, le président lui-même a reconnu l'inventivité des Sénégalais avec toutes ces initiatives. Il suffit de faire confiance, voilà ce qu'on disait. Faisons confiance à nos citoyens et à nos citoyennes. Donnons-leur les moyens et ils sont capables d'inventer des choses extraordinaires. On a vu, dos au mur, nous sommes capables de faire des choses extraordinaires et tout le monde le voit aujourd'hui. Maintenant, est-ce que le secteur privé, peut-être que le secteur privé est dans une situation qui ne lui permet pas de financer ce genre d'initiative. Peut-être l'après. Il y a un secteur privé qui pourrait dire, il y a des créneaux qu'il faut essayer de financer. Mais pour le moment, le secteur privé lui-même dit, nous avons des problèmes parce que même l'État nous doit de l'argent. On ne nous a pas payé. Donc nous avons les mains liées. Et je pense que c'est ça qui explique que le secteur privé ne soit pas en mesure aujourd'hui de s'inscrire dans ces initiatives-là. Mais peut-être qu'après la crise, on verra des entreprises qui pourront se dire, mais écoutez, on va travailler avec l'université polytechnique, on va travailler avec l'université Cheikh Anta Diop ou celle de Bambey pour aller accompagner ces inventions et en faire des productions industrielles. Pas seulement pour le Sénégal, mais aussi pour le reste de la sous-région. Oui, parce que l'inquiétude que beaucoup de gens ont, on en parle du secteur privé sénégalais, c'est que la plupart d'entre eux dépendent des marchés de l'État. On n'a pas vu un investissement privé dans les régions. Par exemple, le Sénégal aujourd'hui dans une situation de dépendance alimentaire avec la Thaïlande, l'Inde par rapport aux importations de riz. Qu'est-ce qui empêche le secteur privé d'investir à l'entrée du pays pour faire du riz? Bon, écoutez, je pense que d'abord le secteur privé, quand on parle du secteur privé au Sénégal, les secteurs clés sont contrôlés par les sociétés étrangères, françaises en particulier. Et elles n'ont pas intérêt à aller faire ce genre d'activité. C'est des sociétés sénégalaises qui ont intérêt à faire ce genre d'investissement parce que c'est des investissements à long terme. Et ça doit être accompagné par l'État. Et là se pose le problème des banques de développement qu'on a détruites également avec les programmes d'ajustement structurel. Des banques qui pouvaient mobiliser de l'épargne et investir à long terme. Je crois que ça fait partie des leçons, ça fait partie des changements qu'il faut opérer après cette crise. Est-ce que ces changements, vous pensez qu'ils vont arriver, que le Sénégal va revenir sur l'essentiel, les banques comme la BNDES qui étaient là entre autres pour financer l'économie sénégalaise, ne pas dépendre des banques étrangères qui sont là pour financer aussi leurs compatriotes qui sont ici? Effectivement. Je pense qu'il faut revoir carrément nos systèmes financiers, parce que le système financier actuel ne répond pas aux préoccupations de développement de nos entreprises, en tout cas du secteur privé national, national. Raison pour laquelle il y a une partie de l'activité économique qui n'est pas prise en charge. Comme on le dit, au niveau de l'agriculture, au niveau industriel, autre,
quelle que soit la qualité de des projets, quelle que soit l'initiative, si vous n'avez pas un système financier qui vous accompagne, vous ne pouvez pas aller loin. Okay? Or, aujourd'hui, maintenant, c'est à l'État d'impulser. Okay? Je pense qu'il faut mutualiser l'ensemble des institutions de financement, telles que la BNDE, le Fonds 6, il faut mutualiser ça autour, en tout cas, d'un central de financement pour prendre en charge les besoins du secteur privé. Et que la Banque centrale aussi puisse jouer carrément son rôle. Ok. Que la Banque centrale puisse jouer son rôle. Et là, c'est le problème majeur. Voilà, le temps que nous avons peut-être terminé. Merci beaucoup à Demba Moussa Dembélé, économiste et altermondialiste. Merci beaucoup à Pape Diallo, qui est aussi le directeur de l'Institut supérieur de finances. Merci à toute l'équipe technique qui m'accompagne avec Biran Sissé. Bon dimanche à tous.